Bonne fête à tous, madame, messieurs. Merci d'être encore des nôtres ce 26 décembre 2017. C'est donc la première édition de la semaine. Nous allons être avec vous, en tout cas tout au long de cette semaine également, avant la prochaine année. Et là, nous commençons par des sujets proposés par la presse, la nouvelle expression qui parle de week-end sanglant. Un gendarme abat sa collègue et sa copine, Doudou Letifa, jeune gendarme donc a été assassiné par Roni Tankem Wamba. Plus tard, le meurtrier fou qui avait donc pris la poudre d'escampette a tué 2 autres personnes. C'est à lire en page 3 du journal La Nouvelle Expression. Le même journal parle aussi de l'affaire de l'ENAM, l'analyse du mécanisme de fraude. Albert Zongan explique pourquoi les auteurs du scandale de l'École nationale d'administration et de magistrature ne peuvent pas être donc sanctionnés. C'est ce que le journal nous apprend en page 11. Commandement territorial, la feuille de route des gouverneurs, déradicalisation donc et bien sûr insertion des combattants de Boko Haram, vigilance et même autour des sites d'exploitation des ressources minières, circulation des armes au Cameroun, etc. C'est également à lire en page 2 du journal. Le journal parle également de Marafam Duyaya, le prisonnier qui veut rester sur la scène. L'abondante littérature de l'ancien secrétaire général de la présidence de la République rappelle donc qu'il entend marquer sa présence permanente donc au cœur du débat politique du pays. C'est en page 9 et 10 du journal La Nouvelle Expression. Et puis l'effort camerounais qui est disponible parle de Nativité 2017 avec Noël, fête de la paix et de l'espérance. L'enfant Jésus, donc un petit enfant, est donc au milieu de nous. Il faut trouver la possibilité de pouvoir oublier ce qu'on a pu faire au cours de l'année qui s'achève. En tout cas, c'est tout un dossier sur la paix et bien sûr l'espérance, parlant notamment de ce journal, l'effort camerounais de ce matin. Sur ce plateau, Casimir Désiré Tagne, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour Camille et joyeux Noël à tous nos téléspectateurs. Voilà, merci d'être avec nous également ce 26 décembre 2017. Avant que vous n'arriviez à Camille, permettez que mon introduction, je l'achève. Je voudrais l'achever par cette histoire des ordinateurs. Les ordinateurs, vous savez que 40 000, un premier contingent de 40 000 est arrivé il y a 48 heures et juste après, les 40 000 autres sont arrivés, ça qui porte le total déjà arrivé à 80 000. Et déjà, on nous annonce que la distribution commence ce matin par l'université de Yaoundé 1. Et demain matin, ce sera le début également à l'université de Yaoundé 2. Vous voyez bien que c'est des distributions à tête chercheuse, puisqu'on dit qu'il faut être numériquement et biométriquement enregistré pour avoir droit aux ordinateurs. Or, lorsque le chef d'État promettait ces ordinateurs, il n'y avait aucune condition. La seule condition était d'être étudiant dans une université privée ou publique au Cameroun. Aujourd'hui, on nous entoure de beaucoup de conditionnalités et on se pose bien des questions parce que d'après les informations que nous avons, au jour d'aujourd'hui, il n'y a que 200 000 étudiants sur 500 000 attendus qui sont biométriquement enregistrés. Donc on se pose bien la question, jusqu'où, comment ça va se faire? Est-ce que les ordinateurs vont devenir une On se souvient quand même qu'il y a eu un processus d'enregistrement qui a été annoncé, a été lancé depuis plusieurs mois, mais comment repartir sur un nouveau système? On sait bien que la biométrie au Cameroun, c'est un casse-tête chinois. Ça n'a pas encore marché. Ce n'est pas chez les étudiants que la biométrie va marcher parfaitement. Très bien. Alors, merci d'être là et bonne fête également d'être avec nous. Camille Nélé, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien Valonongo, bonjour Casimir Désiré Tagne, bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision et je vais rebondir sur Casimir Désiré Tagne. Bonjour à tous les étudiants qui sont en train de revenir en couleur parce que Casimir Désiré Tagne nous donne l'information que les fameux ordinateurs attendus depuis 3 ans vont arriver, sont déjà arrivés et commencent à être distribués. Mais je voudrais vous poser une question, Casimir Tagne. Vous avez entendu le président Paul Biya dire un jour qu'il a promis des ordinateurs? C'est M. Famine qui a dit que le président de la République offre des ordinateurs. Mais M. Famine n'a pas dit que ces ordinateurs, en réalité, ont été commandés sur la base d'une dette de 75 milliards qui vont être payés pendant 20 ans. Écoutez, un cadeau qu'on vous donne et que vous devrez payer, et vous et vos enfants devrez payer, ce n'est plus un cadeau. On nous parle aujourd'hui de 80 000 ordinateurs qui sont arrivés, il y en a encore 420 000, on ne sait même pas. Parce qu'il y a 3 ans, quand on promettait ces ordinateurs, il y avait des étudiants qui étaient étudiants qui ne sont plus aujourd'hui et qui avaient certainement été enregistrés. Ils ont encore droit à ces ordinateurs. C'est une grosse blague. On verra bien jusqu'où elle ira. Mais je vous promets, je vous l'ai dit souvent ici, que cette affaire-là va se terminer vraiment en eau de boudin. Mais vous allez voir, Camille, que le 31 décembre,
ces éléments, c'est un élément qui va figurer dans le discours du chef d'État. On verra bien. Soyez-en sûrs. On verra bien si le président va exploiter non seulement dans son discours, mais également en 2018 pour la campagne électorale. Si le président de la République fait cas de ces ordinateurs, on comprendra que c'est lui qui a donné le feu vert à Fabien Ndongo pour cette blague, une immense blague, pour cette dette que ces étudiants devront payer pendant 20 ans. 75 milliards. Voilà. En tout cas, il peut également évoquer pour sauver la tête de Fabien Ndongo. Donc vous comprenez bien qu'il y a le Cameroun qui est engagé dans cette affaire, parlant donc de cette dette de 75 milliards de francs CFA. Alors, la presse, qu'est-ce qu'elle nous propose ce matin? On parle bien entendu de ce que la nouvelle expression évoque comme sujet, parlant du week-end sanglant. Donc, un gendarme qui abat sa collègue et sa copine. Véritable problème. Et là, ce n'était pas au même endroit. Il est parti d'un endroit pour l'autre pour poser ses multiples actes. Vous voyez donc, c'est une histoire rocambolesque. C'est une histoire triste, c'est une histoire très tragique de ce gendarme fou qui a commis son premier forfait sur le pont du Vouri et allait commettre un autre forfait du côté de Bepanda. Et jusqu'à maintenant, il était annoncé en fuite. Ça veut dire que c'est un acte prémédité et réel. Et heureusement qu'on nous a annoncé, on vient nous annoncer à peine pendant qu'on entrait dans ce studio, que le gendarme meurtrier vient d'être arrêté du côté de Soa, où il est allé se réfugier chez une copine. Il vient d'être arrêté et nous espérons qu'il répondra de cela. Mais des interrogations fusent dans nos têtes. Pourquoi des gendarmes posent autant d'actes criminels tous ces derniers temps? Figurez-vous qu'au mois de juin, il y a eu un acte pareil du côté de Koussiri où un gendarme avait abattu 3 de ses collègues et un civil. Et du côté d'octobre, au mois d'octobre, on a annoncé un autre cas similaire du côté de Mora. Donc pourquoi est-ce que tous ces actes arrivent ces derniers temps? Et ce n'est que les gendarmes qui sont toujours impliqués. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la formation et même dans la tenue des ports d'armes. Je crois que Kamine en sait quelque chose et on devrait profiter de ces actes pour tirer une sonnette d'alarme et prendre des décisions. Je crois que le ministre chargé de la gendarmerie, spécialement le secrétaire d'État Jean-Baptiste Bokam, je souhaite qu'il nous suive et qu'il prenne ses responsabilités à 2 mains. Parce que vous savez que si ça se passe, ça veut dire que la formation n'est pas bonne ou alors l'enquête de moralité qu'on faisait avant de recruter les gendarmes n'est plus ce qu'on avait vu dans le passé. Très bien. Alors, vous l'avez évoqué en parlant justement de l'enquête de moralité qui était menée avant, n'est peut-être plus de la même façon menée aujourd'hui. Est-ce que ça peut être la raison? Flavien Vallon, c'est un drame, Casimir Désiré l'a dit, mais bon, si on revient en arrière, 4 gendarmes qui abattent des personnes en l'espace de 6 mois sur les 800 000 à 80 000, 800 à 80 000 gendarmes, 800 à 900 000 gendarmes qui sont dans la gendarmerie, qui font partie de la gendarmerie, la côte d'alerte est loin d'être atteinte. En fait, c'est un cas isolé, un cas dramatique. L'enquête est ouverte et il faudrait bien qu'on comprenne comment ce gendarme qui était en poste à Dangote s'est retrouvé devant le pont de Voyer en train de négocier avec des gens qui volent le carburant. 80% des gendarmes qui sont ici en poste à Douala savent très bien qu'il y a un trafic de carburant, soit à travers les pompes de la SCDP, soit à travers du carburant qui vient de mer. On sait, mais quelles mesures ont été prises par les autorités de la gendarmerie pour mettre fin à ce curieux trafic. Bon, avec l'arrestation de ce gendarme-là, on va savoir enfin qu'est-ce qui s'est passé exactement, qu'est-ce qui a motivé. Mais il semble qu'il y avait une animosité entre lui et ce chef qui l'a menacé de tuer. Et apparemment, selon une enquête très très rapide que j'ai menée, ce gendarme aurait dit à son chef, tu sais que tu as fait qu'on m'inflige 10 jours d'arrêt de rigueur, 15 jours d'arrêt de rigueur, donc il a tiré sur lui. Maintenant, qu'est-ce qui peut expliquer le fait qu'après avoir abattu la gendarmerie, il soit allé à Makapi Mesoke, aller tuer sa fiancée et son voisin? Bon, alors ça, l'enquête est ouverte, mais moi je pense que... Avant d'aller se réfugier à ce n'est pas tellement un problème regarde la gendarmerie, c'est vrai, c'est un problème humain, c'est un problème oui, mais le constat est quand même là. Le constat, oui, mais le constat, je dis, relativisons, nous avons le devoir de relativiser. Nous ne pouvons pas généraliser à partir de 4 ou 5 cas. Relativisons, ce sont des éléments isolés qui ont posé des actes vraiment inacceptables, mais seulement ce sont des cas de société que l'on retrouve partout, même aux États-Unis. Donc moi je dis, ne disons pas que nos gendarmes sont complètement pourris, il faut les radier tous pour en recruter d'autres. Non, je pense que c'est les cas de société. Maintenant il faudrait qu'on jette un coup de spécial sur l'octroi, la permission à ceux à qui on doit donner des armes. Qui doit porter une arme, qui ne doit pas en porter une. Très bien. Alors, donc, la nouvelle expression revient sur
tout au moins ces arrêts, les arrêts forts, avec notamment quelques explications aussi évoquées par le journal. Donc on comprend qu'il y a quand même un problème au niveau de la gendarmerie aujourd'hui, même si Kamine il refuse de comprendre que ça commence à prendre de l'ampleur. Je ne refuse pas de comprendre, je relativise. Kamine veut tout simplement relativiser. Un phénomène, moi je dis c'est un phénomène grave. Et vous allez voir que ce n'est que les gendarmes, toutes ces choses-là, ce n'est que les gendarmes qui abattent ou leurs collègues ou des civils. Vous n'allez pas voir, vous n'avez pas encore vu ça dans la police. Vous n'avez pas vu ça, je crois, très rare du côté des forces armées, c'est-à-dire des militaires. Malheureusement, c'est toujours chez les gendarmes. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un problème de moralité. Il y a un problème de formation même au niveau de leurs écoles différentes et respectives. Donc il faudrait que le ministre chargé de la gendarmerie, c'est-à-dire Jean-Baptiste Bokam, qu'il revienne sur terre et puis qu'il essaye de conscientiser ces éléments. Moi, ne cherchons pas à relativiser ce qui est grave. Si forcément, c'est tellement grave qu'on ne peut même pas relativiser contrairement à ce que Kamine... Si le ministre Bokam est en l'air, j'espère qu'il vous a entendu, il redescendra sur terre comme vous dites. Alors, c'est à lire en page 3 de la Nouvelle Expression. Le même journal parle aussi d'un autre scandale qui continue de faire grand bruit. C'est l'affaire de l'ENAM, avec l'analyse du mécanisme de fraude qui est également observé au niveau de l'ENAM. Mais Albert Zonga tente d'expliquer un peu pourquoi ces auteurs ne peuvent pas être sanctionnés. Vous savez, Albert Zonga, avec façon très caustique, mais très pertinente de dire les choses, d'analyser les choses, et aller très au fond à propos de cette affaire qui est vraiment dramatique et pose le problème de l'entrée dans nos grandes écoles. Moi, j'ai suivi il y a des semaines le développement du professeur Messanganyandine qui nous a montré comment, qui nous a décrit le processus d'accessibilité à l'ENAM. C'est scandaleux. On dit que les plus méritants, ensuite maintenant on va être par mérite, ensuite ce sera l'équilibre régional. Il a bien dit que si il fallait laisser la compétence, il y a certaines régions dans ce pays qui n'auront aucun candidat. Alors, qui n'auront aucun candidat admis à l'ENAM. C'est une histoire absolument ubuesque et rocambolesque. Là, Albert Zonga ce matin nous pose froidement le problème en nous regardant droit dans les yeux en disant que comment est-ce qu'un élève qui n'a fait que la partie écrite avait déjà été déclaré major sans avoir fait l'oral. C'est tout simplement ahurissant. Mais seulement, il ne faudra pas que seulement ce soit le directeur de l'ENAM qui soit sanctionné, mais il faut que c'est tout le système, aussi bien le directeur que le ministre. Et puisque ce n'est pas le premier cas. Oui, mais Albert Zonga démontre donc de manière claire, simple et précise comment cette histoire est une grosse escroquerie, comment avant même que pendant que le concours est en train de se faire, les résultats sont déjà connus et comment certains... Vous savez, aujourd'hui, Messanganyandine a dit l'autre jour que c'est un complot pour le compte de chef de l'État, tout simplement parce que le scandale déclare le jour ses enfants entre les NAM. Mais seulement, est-ce que les gens n'ont pas vu les fils de Cavaillé entrer les NAM? On n'a pas vu les fils de Sadi entrer les NAM? Non, c'est aujourd'hui que les fils Biya, les enfants on voit ça. Mais en réalité, c'est un problème qui existe depuis très très longtemps. C'est scandaleux et c'est une honte pour notre pays. Alors, est-ce qu'Albert Zonga ne dit pas ce qui est déjà connu? C'est-à-dire... tout le monde qui le dit depuis quelques jours, qu'on sait que les listes sont connues bien avant, les noms des gens qui doivent entrer à l'ENAM avant le concours. Oui, moi je crois même qu'Albert Zonga n'a pas inventé le fil à couper du beurre. Albert Zonga n'invente pratiquement rien. Albert Zonga ne dit que ce que nous avons dit ici sur ce plateau à longueur des émissions. Non, il retourne le couteau dans la plaie. Il retourne le couteau dans la plaie. Peut-être un peu le couteau dans la plaie, mais au moins l'avantage de la sortie d'Albert Zonga, c'est que c'est un homme politique et c'est pas n'importe qui. C'est quand même quelqu'un dont la voix compte, et quand c'est lui qui le dit, ça peut être pris beaucoup au sérieux. Et c'est que l'intérêt de sa sortie également, c'est qu'il dit que les fils des pauvres passent le temps à remplir les caisses de la fonction publique. C'est cet argent qu'on utilise dans les frais de concours et autres qui servent à payer les fonctionnaires. Et il insiste, il demande que cet argent soit remboursé. Mais qui devra donc le rembourser? Est-ce que c'est même possible? Moi, je crois que parfois, j'ai beaucoup de respect pour Albert Zonga, mais parfois, il voit un peu trop loin, là où on ne peut jamais arriver. Demander qu'on rembourse de l'argent des frais de concours, je crois que c'est une chimère, c'est une vision chimérique qui ne peut même pas être possible. Donc, vraiment, de grâce, je respecte suffisamment Albert Zonga. Malheureusement, sa sortie est même arrivée sur le tard, parce que l'affaire a été déjà trop classée, alors qu'on n'a même pas rendu public les conclusions. L'affaire est déjà classée. L'enquête du Premier ministre, même les étudiants sont déjà à l'école. Les étudiants sont même déjà à l'école. Mais il y a une commission d'enquête. Faudra-t-il annuler purement et simplement ce concours
Et que fera-t-on de ces enfants qui ont déjà repris l'école? Donc je dis, dans tous les cas, Albert Tsonga a fait une bonne sortie, mais c'est inadit que ce que le bis, le petit voilà. Alors, c'est en page 11 du journal. Je vous invite à lire l'article pour comprendre un peu son analyse et qui est également contenu dans ce journal, donc sur le mécanisme de fraude. En page 11 de la Nouvelle Expression. Alors, autre chose, c'est une autre sortie parlant notamment de ce prisonnier qui veut rester sur la scène. Il s'agit bien entendu de Marafa Abidou Yaya, qui ne veut pas rester à marge de ce qui se passe au Cameroun. Il évoque déjà 2018, qui a une année aussi intéressante et importante pour notre pays. Je ne pense pas que ce soit une question de rester sur la scène ou de ne pas rester sur la scène. Le ministre d'État Marafa Abidou Yaya est certainement en prison, mais il écoute la radio, il regarde la télévision, et il sait ce qui se passe. Il y a des gens qui viennent lui rendre visite, lui racontent exactement ce qui se passe. Donc, en fait, il vit dans le Cameroun. Il n'est pas hors du Cameroun. Mais ce que on lit dans la Nouvelle Expression aujourd'hui, et qu'on a lu dans le Messager la semaine dernière, et qu'on a lu dans l'Invitation, en fait, c'est une lecture rétrospective de la vision de Marafa Abidou Yaya sur les problèmes du Cameroun. Et le Messager avait même titré il y a la semaine dernière, et si Marafa avait raison. Moi, je ne pense pas que ce soit le titre. Le Messager, à la place du Messager, j'aurais demandé si Marafa avait le tort de Marafa d'avoir eu raison trop tôt. Parce qu'il a parlé, il avait annoncé les problèmes qui sont en train de se réaliser aujourd'hui. Il avait annoncé, ce n'était pas une épénomition, c'est sur la base de l'analyse de la société camerounaise. Il avait annoncé, par exemple, les risques de déflagration du côté anglophone aujourd'hui, avec les menaces sur le vivre ensemble, avec le fait que tous les malentendus et tout ce qui est comme chose à régulariser entre la communauté anglophone qui se sent quelque peu marginalisée et la communauté francophone pour un meilleur vivre ensemble. C'est lui d'ailleurs qui avait le premier parlé de vivre ensemble dès 2012. Il avait annoncé dans plusieurs lettres, il avait annoncé l'extension du conflit de Boko Haram avec toutes les menaces que cette guerre imposée au Cameroun avait annoncé. Il avait annoncé tout un ensemble de choses. Il parlait de ces choses-là. Il parlait notamment des lacunes de la Constitution qui tardent à être complétées. Mais en tout cas, ces annonces sont faites, bien entendu, bien après son interpellation. Mais après son interpellation, mais pendant son interpellation. Il aurait dû faire des propositions. De toutes les manières, mais dans la lecture de celle-là, vous savez très bien qu'il a dit à plusieurs reprises, sans faire, dans un style très correct, il avait le chef de l'État parce qu'il n'a jamais été injurieux. Il avait dit à plusieurs reprises, dans quelles circonstances, il avait averti, tiré la sonnette d'alarme à l'oreille du chef de l'État par rapport à telle ou telle situation. Et on sait, ma famille est connue comme celui qui avait le seul ministre qui avait le courage de dire au chef de l'État que, Monsieur le Président de la République, je pense que nous devons faire cela. Et beaucoup de ministres le confirment aujourd'hui. Donc, Marafa Abidou Yaya, quand il le disait, il annonçait, il tire la sonnette d'alarme. Et ce que nous faisons aujourd'hui, en fait, les journalistes découvrent, relisent les écrits de Marafa Abidou Yaya et sont en train de convenir qu'effectivement, trop tôt, Marafa avait vu venir les choses. Et le mal vivre qui caractérise le Cameroun aujourd'hui, les difficultés dans lesquelles nous nous trouvons avant l'année 2018, où il va y avoir des élections capitales, que ce soit la présidentielle, les législatives, les sénatoriales, et peut-être même les régionales, parce qu'il faudra aussi penser aux régions. Alors, il sait très bien que toutes ces choses n'étant pas soldées, les choses ne pourraient peut-être pas être faciles. C'est pour cela que les journalistes aujourd'hui relisent les lettres de Marafa et curieusement conviennent que M. Marafa Abidou Yaya a eu tort d'avoir eu raison trop tôt. Très bien, c'est en page 9 et 10 de Nouvelle Expression, le prisonnier qui veut donc rester sur la scène. Vous voulez ajouter quelque chose, mais il l'a pas, il fait savoir que 2018 va être une année de grands enjeux quand même. Quand j'ai vu ce titre, a priori, j'ai pensé que Marafa Abidou Yaya avait fait une nouvelle sortie. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Kamine Leye, le doyen, venait de dire tout à l'heure que Marafa a la chance de voir la télévision, de suivre la radio, de lire les journaux. Et je me demande bien combien de prisonniers peuvent avoir ce genre de luxe. Est-ce que même un prisonnier a le droit de suivre la radio, la télévision et tout cela? Il n'a plus le droit. Est-ce que les autres prisonniers, le commun des prisonniers ont les mêmes possibilités? Casimir, vous démontrez que vous n'êtes jamais entré dans la prison de New Benue au Konengi. Il y a la télévision, il y a la radio. On ne vous interdit pas d'avoir une radio. Les prisonniers de luxe uniquement. Qu'est-ce que vous appelez il y a des cellules de luxe pour les prisonniers, pour les ministres, et qu'ils ont tout, ils ont droit à tout. Mais rappelez-vous, quand Marafa Abidou Yaya était ministre de l'administration territoriale, on lui avait demandé comment est-ce que les prisonniers vivent. Est-ce que c'est normal que les prisonniers camerounais vivent dans ce contexte-là? Il avait répondu que le prisonnier ne doit pas vivre dans des hôtels 5 étoiles. Qui lui avait posé la question? Je me rappelle très bien. Et puis, je me rappelle, Camino, que lui avait répondu comme cela. Mais sortant de là, quand vous parlez de la décentralisation,
Marafa Hamidou Yahya a été ministre de l'administration territoriale, en dehors d'être secrétaire général de la présidence de la République pendant très longtemps. C'est lui qui devait implémenter la décentralisation au Cameroun. Il ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, il en parle. Mais au moins, il y a quand même dans ses sorties quelques petites choses positives, comme vous avez relevé là. Rappelez-vous qu'il avait dit que c'est lui qui avait conseillé à Paul Biya de ne pas se présenter en 2011. Il a suivi, il a conseillé. Alors, est-ce qu'il paye ici le prix de ses conseils? Dans tous les cas, même si ce n'est pas le prix, il paye le prix, comme il a dit tout à l'heure, d'avoir eu raison trop tôt, mais il paye également le prix d'avoir été candidat à l'élection présidentielle, alors même qu'il était encore ministre sous un gouvernement qu'il employait. Camille, c'est pour sortir du sujet. Casimir Désiré Tagné, je ne sais pas si ma famille a présenté un jour sa candidature à l'élection présidentielle. Ou alors c'est moi qui ai une mauvaise mémoire. Il a toujours dit qu'il a une vision. Il a une vision. Il a un projet de société qu'il présentera en temps opportun, mais il n'a jamais été candidat. C'est-à-dire que nous ne lisons pas entre les lignes, ou nous ne lisons pas dans la boule de cristal. Mais ce que je veux dire, ce que je voudrais vous rappeler, vous êtes un enquêteur, un très grand enquêteur. Allez à la prison centrale de Nouvelle. Entrez à la cellule 1, qu'on appelle le régime. Là où les détenus viennent d'arriver, ils sortent du parquet, il y a une télévision là-dedans. Alors vous ne pouvez pas dire que dans la prison, il n'y a pas la télévision. Allez à Konengi, c'est pareil. Moi, je vais souvent à Konengi. Je vais souvent à la prison centrale de Niobé. Je connais les conditions. Je connais les conditions. Je ne comprends pas. Je voudrais qu'on donne la même chance. Non, les prisonniers de s'informer également comme Marafa. Je suis en train de vous dire que tous les prisonniers, n'ont peut-être pas accès à la télévision, mais même dans les dernières, les plus sales cellules, on trouve la télévision parce que ces gens ne sont pas couverts. Et ils n'ont pas, c'est-à-dire on ne leur a pas supprimé leur droit. Donc on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas le droit d'écouter la radio. Non, tout de même pas. Heureusement, je suis rassuré que vous conveniez avec moi que ce qui est dit là, ce sont des choses qu'il avait prévues, qu'il avait prédit. Il y a une sorte de prémonition, il avait une analyse holistique de ces choses-là. Et c'est pour ça que les journalistes, c'est pas une lettre de Marafa, c'est pas des lettres de Marafa, c'est les journalistes qui font une relecture rétrospective de ce qu'il a dit. Ils trouvent qu'il avait raison. C'est sous son contrôle de toute façon. C'est à lire dans le dossier de la nouvelle expulsion, de la page 9 à la page 10, pour comprendre un peu quelle est la position, la vision en tout cas, telle qu'évoquée ou commentée par nos invités sur ce plateau. Alors autre chose, avant de sortir de ce journal, c'est le commandement territorial, avec notamment la feuille de route des gouverneurs des régions donnée par le ministre de l'administration territoriale, la décentralisation. Il faut gérer les affaires avec le baron et le bac et la carotte désormais. Ce qui m'a intéressé dans cette feuille de route, c'est le rôle désormais dévolu à la chefferie traditionnelle. Vous savez qu'on parle toujours du vivre ensemble, on parle de sécurité territoriale, on parle de tout cela, alors qu'on oublie souvent que les personnes qui doivent beaucoup plus jouer, qui doivent collaborer avec les populations, c'est les chefs traditionnels. Et au sorti de leur rencontre de Yaoundé, le conclave des gouverneurs, le ministre a prescrit une collaboration étroite avec les chefs traditionnels. Moi, je crois que déjà ça, c'est un aspect positif. Également, il a demandé de revoir cette façon de circulation des armes. Et par rapport à cette circulation anarchique des armes, vous avez vu une des conséquences qui est le meurtre que ce gendarme, ce faux gendarme, je voudrais l'appeler ainsi, a asséné à 3 personnes ce week-end, malgré le fait que Kaminele jusqu'à maintenant continue à minimiser. Je crois qu'il y a un problème de circulation des armes qui se pose dans cette territoire. Il faudrait que l'on revoie quel officier ou bien quel militaire, quel FMO a le droit de circuler, de marcher avec ses armes. Encore qu'il faudrait voir quel genre de munitions il doit avoir dans ses armes. Donc, il y a un problème de circulation des armes. Très bien. Et ça fait partie de la feuille de route des gouverneurs. Casimir Désiré Tagné, même si l'arme utilisée par ce gendarme pour abattre ses collègues n'a rien à voir avec la circulation des armes, parce que lui, le gendarme portait une arme réglementaire en service, donc ça n'a rien à voir avec ce chiffre faramineux que nous donne l'administration territoriale. On nous parle de combien d'armes, de combien de milliers d'armes 740 000 armes, qui les a comptées? Comment on a fait pour établir que c'est 740 000? Alors, si on connaît le chiffre, pourquoi est-ce qu'on ne va pas contre cela? Moi, je pense que c'est un chiffre qu'on a donné. C'est vrai qu'il y a des armes qui circulent dans le pays. C'est vrai que pas mal, pratiquement toutes les autorités ont une arme à leur domicile. Pratiquement tous les grands directeurs, tous les grands patrons d'entreprise ont une arme, avec une autorisation.
que l'autorisation d'un port d'armes est différente de l'autorisation d'une arme de chasse. Il y a beaucoup de gens qui obtiennent une autorisation d'une arme de chasse, mais à la place qui la transforment qui prennent même ce fusil-là, qui scie le canon, et ça devient une arme pratiquement de guerre. Non, le problème de la circulation des armes, c'est un problème qui doit être sérieusement revu et corrigé, et même bien encadré, parce que il existe aujourd'hui plusieurs dizaines de boutiques qui vendent des armes. Mais alors ces armes, ils les vendent à qui? Et dans quelles conditions? Nous ne sommes pas aux États-Unis, vous pouvez entrer dans une boutique acheter une arme comme vous achetez des bonbons. Non. En fait, il faudrait réglementer vraiment les armes et qu'on arrête de nous donner des chiffres fantaisistes. Qui a compté alors, on parle de 24 000 armes en circulation. Mais qui a compté les 24 000? Et ces armes sont réparties où? Si ces armes circulent de façon illégale, qu'on les retire. Mais qu'on ne doute pas qu'il y a 24 000. On va faire comment pour les retirer? Alors, moi, si ça vient du chef des armées, enfin, je voudrais dire du ministre de l'armée, de la Défense. Mais on parle de quelles armes? Ces armes-là ne sont pas les armes utilisées par les gendarmes, pas les policiers, pas les militaires. Ce sont des armes qui n'ont rien à voir avec le maintien de l'ordre. Donc, on parle d'armes illégales. Qui les a comptées et comment faire pour établir ce chiffre affolant? Donc, moi, je pense qu'il y a autre chose, il y a un travail qui doit être fait davantage en profondeur pour non seulement contrôler la circulation des armes et non pas nous donner des informations comme celle qui relèvent beaucoup plus de l'imaginaire que de la réalité. Ok, on parle de commandement territorial avec notamment la feuille de route des gouverneurs, des régions, et avec au lendemain de cette rencontre qui permet aujourd'hui de donner plus d'éléments disponibles encore à ces responsables des régions. C'est à lire dans le journal en page 2. Et je vous invite également à lire aussi le sujet sur la fête de Noël, la nativité sur l'effort camerounais. Puisque nous sommes arrivés à la fin de cette émission, nous laisserons le son au lecteur d'aller faire un tour dans les kiosques ce matin et tout parfum d'actualité. Il y a en même temps la nouvelle expression qui parle de la fête qui se déroule dans un contexte où les villes camerounaises sont extrêmement sales. On constate également qu'il y a des poubelles à tous les niveaux. Merci à vous. Chers messieurs, bon retour à vos différentes rédactions. Demain, nous serons encore là, juste après le journal de 9h. Bonne journée.